Cette vidéo adopte une approche un peu différente de ce que je présente habituellement ici. Je suis récemment tombé sur une série de podcasts intitulée The Table of Telepathy, qui plonge en profondeur dans la possibilité surprenante de communication télépathique entre personnes atteintes d'autisme non-verbal. Si vous ne l'avez pas encore entendu, ne perdez pas de temps, il n'y a que 10 épisodes, mais chacun en vaut la peine. Pendant que j'écoutais, un lien inévitable m'est venu à l'esprit, les idées de Carl Jung, en particulier ses concepts sur l'inconscient collectif, les archétypes et la synchronicité. Ces principes semblent offrir une lentille fascinante à travers laquelle analyser les récits présentés dans le podcast. J'ai donc décidé de revoir les écrits de Jung sur la parapsychologie et de voir comment ces théories s'alignent sur les histoires des enregistrements télépathiques. Dans cette vidéo, je partagerai mes découvertes, comparer les idées de Jung avec ce qui a été présenté dans le podcast et explorer d'autres explications possibles à ces phénomènes extraordinaires. Commençons par parler des enregistrements télépathiques. Pour ceux qui ne le savent pas encore et encore une fois, je vous recommande fortement de l'écouter. Le podcast est présenté par Kai Dickens et enquête sur des témoignages réels de parents, soignants et thérapeutes qui décrivent des moments de communication télépathique avec des personnes autistes non-verbales. Ce sont des rapports qui défient les explications conventionnelles. Certains parents racontent comment ils ont soudainement compris les pensées de leurs enfants, comme si ces idées avaient été transmises directement dans leur esprit. D'autres décrivent des expériences dans lesquelles des enfants tapaient des séquences de nombres générées aléatoirement, visibles uniquement par leurs parents, avec une précision absolue. J'avoue que j'ai commencé à écouter le podcast avec un certain scepticisme, notamment en raison des controverses entourant la communication facilitée. Cependant, la sincérité et la cohérence de ces rapports sont difficiles à ignorer. Le podcast présente des conversations avec des mères, des frères et sœurs, des enseignants, des soignants et même des psychologues spécialisés dans le développement cognitif, tous confirmant ces expériences et, dans certains cas, les démontrant même en direct. Il ne s'agit pas seulement d'histoires racontées, mais de rapports qui nous amènent à nous demander, une telle chose est-elle vraiment possible? Sommes-nous connectés les uns aux autres d'une manière que nous ne pouvons pas encore expliquer? C'est ici que le travail de Carl Jung devient particulièrement pertinent. Jung croyait que sous les couches conscientes et personnelles de l'esprit se trouve l'inconscient collectif, un réservoir universel d'expériences et de connaissances partagées par l'humanité. Au sein de cet univers psychique vivent des archétypes, des modèles primordiaux qui façonnent nos pensées, nos rêves et nos expressions culturelles. Ce partage de connaissances pourrait-il expliquer comment certaines personnes autistes non-verbales semblent communiquer par télépathie? En analysant les idées de Jung parallèlement aux phénomènes enregistrés sur les bandes télépathiques, nous pourrions acquérir de nouvelles perspectives non seulement sur la télépathie, mais aussi sur la manière profonde dont les êtres humains se connectent et partagent leurs mondes intérieurs. Avant de continuer, si vous aimez ce type de contenu, assurez-vous de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et comme il s'agit d'un nouveau sujet ici, explorer les théories philosophiques et psychologiques et les appliquer à des situations réelles, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez voir d'autre. Maintenant, sans plus tarder, approfondissons ce sujet. Sous la surface de la pensée consciente se trouve un réservoir vaste et complexe, l'inconscient collectif. Carl Jung l'a conçu comme une couche universelle de la psyché humaine, distincte de l'inconscient personnel, façonné par les expériences individuelles et les souvenirs refoulés. L'inconscient collectif abrite le patrimoine psychologique partagé par toute l'humanité. Dans ce domaine, il existe des archétypes, des schémas primordiaux qui structurent les mythes, les rêves et les phénomènes culturels à travers le temps et l'espace. Explorer l'inconscient collectif, c'est découvrir l'architecture fondamentale de la psyché et découvrir les fils invisibles qui entrelacent l'expérience humaine. Les travaux de Jung dans ce domaine ont révolutionné la théorie psychologique en suggérant que la psyché n'est pas seulement individuelle, mais profondément enracinée dans un contexte collectif. Cette vision remet en question la notion de soi en tant qu'entité isolée, soulignant plutôt l'interconnexion entre tous les êtres humains dans un substrat psychique partagé. En pénétrant dans l'inconscient collectif, nous nous embarquons dans un voyage pour découvrir les thèmes universels qui façonnent l'identité humaine, l'expression culturelle et les implications métaphysiques de ces découvertes. L'idée de l'inconscient collectif représente une véritable révolution dans la pensée psychologique. Jung a proposé qu'en plus de l'inconscient individuel, il existe une couche collective qui englobe les instincts, les symboles et les modèles hérités qui transcendent l'expérience personnelle. Ces archétypes constituent la base de motifs universels présents dans la culture humaine, la religion et l'art.
L'inconscient collectif contient tout le patrimoine spirituel de l'évolution de l'humanité, renouvelé et présent dans la structure cérébrale de chaque individu. Contrairement à l'inconscient personnel, qui se forme à partir des événements de la vie d'une personne, l'inconscient collectif reflète l'histoire cumulative de la psyché humaine. Pour Jung, cette couche n'est pas un esprit collectif auquel chacun peut accéder et utiliser pour communiquer, mais plutôt une contrepartie psychologique de l'ADN, dans laquelle les structures instinctives de l'esprit sont héritées de manière épigénétique. Cette perspective implique que le développement psychologique individuel ne peut être compris sans considérer le contexte plus large de l'expérience humaine partagée. L'inconscient collectif fonctionne comme une toile de fond sur laquelle se déploie la croissance personnelle et la conscience de soi, offrant des perspectives à la fois profondément personnelles et universellement pertinentes. Dans l'inconscient collectif brillent les archétypes, que Jung décrit comme des potentiels universels et hérités qui influencent le comportement, la pensée et la culture. Les archétypes ne sont pas des formes statiques, mais des énergies dynamiques qui se manifestent dans les rêves, les mythes et les rituels collectifs. Les archétypes tels que l'ombre, l'ancien sage, le héros et l'anima animus constituent des éléments essentiels du psychisme humain. Ils fournissent un cadre pour naviguer dans les incertitudes de la vie et se connecter avec l'universel. L'universalité des archétypes est évidente dans la récurrence des thèmes dans les mythologies et la littérature du monde entier. L'archétype du sage aîné, par exemple, apparaît dans plusieurs récits culturels, de Merlin dans les légendes arthuriennes à Confucius dans la philosophie chinoise. Psychologiquement, cet archétype apparaît comme un guide intérieur, offrant de la sagesse dans les moments de crise existentielle. L'archétype du héros se démarque dans des œuvres telles que l'Odyssée d'Homère, où Ulysse incarne le voyage de lutte, de transformation et de triomphe final. Un exemple fascinant est le cas d'un patient qui, au cours d'une séance d'analyse, a décrit un rêve dans lequel un serpent sortait d'un puits sombre. Le même jour, en feuilletant un vieux livre de sa bibliothèque, il tombe sur une illustration identique à l'image du rêve, sans avoir jamais vu cette œuvre auparavant. Pour Jung, de tels événements ne sont pas de simples coïncidences, mais des manifestations d'un ordre sous-jacent qui relie le monde interne au monde externe, révélant la présence active de l'inconscient collectif dans notre réalité quotidienne. Cette interaction entre psychisme et matière ne se limite pas aux expériences individuelles. Elle s'étend aux phénomènes culturels et historiques, où des symboles archétypaux émergent spontanément et de manière récurrente, comme guidés par une intelligence invisible. La croix, par exemple, transcende son origine religieuse pour devenir un symbole universel de sacrifice, de rédemption et de transformation, présent dans des civilisations qui n'ont jamais eu de contact entre elles. De même, le motif du déluge apparaît dans les mythes mésopotamiens, la tradition biblique et les récits autochtones des Amériques, suggérant une mémoire ancestrale partagée qui transcende les frontières géographiques et temporelles. Jung a observé que, dans les moments de crise personnelle ou collective, les archétypes ont tendance à se manifester avec une plus grande intensité, comme si la psyché cherchait instinctivement des schémas de signification pour rétablir l'équilibre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il a enregistré une augmentation significative des rêves contenant des images de destruction et de renaissance parmi ses patients, reflétant le chaos extérieur et le besoin psychologique de trouver un sens à la dévastation. Ces symboles n'étaient pas de simples projections individuelles, mais des échos d'un modèle universel qui résonne dans toute l'humanité face à l'inconnu. La théorie jungienne propose ainsi que la réalité n'est pas un ensemble d'événements isolés, mais un tissu vivant de significations interconnectées, où le subjectif et l'objectif s'entrelacent de manière indissociable. Cette vision remet en question la dichotomie cartésienne entre esprit et matière, nous invitant à reconnaître que la conscience n'est pas un épiphénomène du cerveau, mais une force créatrice qui participe activement à la construction du monde. Lorsqu'un artiste peint un tableau, qu'un poète écrit un vers ou qu'un scientifique fait une découverte, il n'exprime pas seulement des idées personnelles, mais donne forme à des impulsions archétypales qui habitent l'inconscient collectif. Cette perspective a de profondes implications pour la compréhension de la créativité, de la spiritualité et même de la science. Si le psychisme est capable de transcender le temps et l'espace, comme le suggèrent les phénomènes de synchronicité et de télépathie, alors la recherche de la connaissance ne peut se limiter à des méthodes purement rationnelles. L'intuition, les rêves et les expériences mystiques deviennent des sources légitimes d'éclairage, complétant l'approche empirique. Jung soutenait que la vraie sagesse émerge lorsque nous intégrons le rationnel et l'irrationnel, le conscient et l'inconscient, en reconnaissant que les deux sont les faces de la même réalité. En explorant ces dimensions cachées de l'existence, Jung a non seulement révolutionné la psychologie, mais a également offert une nouvelle perspective à travers laquelle interpréter l'histoire, l'art et la culture.
ces concepts nous invitent à regarder au-delà des apparences, à remettre en question les récits dominants et à rechercher des liens plus profonds entre les phénomènes. Après tout, si les archétypes sont véritablement universels, alors chaque individu porte en lui les germes de toute expérience humaine, et chaque acte créateur est, en fin de compte, un dialogue avec l'infini. Accéder à ce domaine non pas en tant que simple spectateur, mais en tant que participant actif? Et si leur esprit, libéré des chaînes du langage conventionnel, fonctionnait comme des antennes réglées sur des fréquences que la plupart d'entre nous ne perçoivent que par fragments rêves, intuitions ou ces rares moments où le monde semble réagir à notre état intérieur? Jung n'a pas exclu cette possibilité. Pour lui, la psyché n'était pas un phénomène isolé, mais un champ vibrant de résonance où les frontières entre le « soi » et « l'autre » se dissolvaient en quelque chose de plus grand. Si la télépathie existe, affirme-t-il, ce n'est pas par magie, mais parce que nous sommes déjà immergés dans un réseau de signification partagée, un océan de symboles et d'archétypes qui transcendent l'individu. Ce que nous appelons des coïncidences significatives ne seraient alors que des failles dans ce réseau, des moments où le tissu de l'inconscient collectif devient visible, comme des fils de lumière traversant l'obscurité. Et c'est là que réside le paradoxe fascinant, plus nous approfondissons la psyché, plus nous réalisons que le « moi » est une illusion nécessaire. Nous ne sommes pas des îles, mais nous sommes dans une toile invisible, où chaque pensée, chaque émotion se répercute au-delà de nous-mêmes. Les histoires de ceux qui font l'expérience de la colline, cet espace psychique où les esprits se rencontrent sans parole, ne sont pas des anomalies, mais la preuve d'une vérité que la science matérialiste hésite encore à accepter. L'esprit ne se limite pas au crâne. Il s'étend, comme les racines d'un arbre ancien, dans des directions que la raison ne peut tracer. Jung considérait l'art, les mythes et même les délires psychotiques comme des portes d'entrée vers ce royaume. Et si certains esprits, de par leur nature, y vivaient déjà? Si la neurodiversité n'était pas seulement une variation, mais une clé pour débloquer des dimensions de l'expérience humaine que la plupart d'entre nous n'entrevoyons qu'en flash? Les récits d'enfants non-verbaux qui rencontrent d'autres personnes dans un espace au-delà du physique suggèrent que l'inconscient collectif n'est pas une abstraction, mais un territoire vivant, un lieu où le temps se plie, les distances s'annulent et où la communication se fait sans intermédiaire. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner le scepticisme. Cela signifie que nous devons élargir nos questions. Si la psyché est, comme le proposait Jung, un système ouvert où le passé et le futur, l'individuel et le collectif, la matière et l'esprit s'entrelacent, alors peut-être que la télépathie n'est pas un phénomène surnaturel, mais une fonction naturelle d'un esprit qui n'a jamais été vraiment seul. Après tout, si les archétypes sont universels, si les rêves parlent un langage commun, pourquoi la pensée ne pourrait-elle pas suivre ces mêmes chemins? Ce qui nous empêche d'accepter cette idée n'est pas le manque de preuves, mais la résistance d'un paradigme qui insiste sur la réduction de la conscience aux synapses et aux neurotransmetteurs. Jung nous invite à faire le contraire, regarder les synapses comme des portails, les neurotransmetteurs comme les messagers d'une intelligence qui dépasse largement le cerveau. Et si nous sommes prêts à franchir ce pas, nous découvrirons peut-être que l'esprit humain n'est pas seulement un produit de l'évolution, mais une fenêtre sur le tissu même de la réalité. L'idée que la réalité n'est pas une scène passive, mais un champ vibrant de possibilités entrelacées. Et si ces synchronicités n'étaient pas de simples coïncidences, mais des échos d'un ordre plus profond, où l'intérieur et l'extérieur se rencontrent dans un dialogue silencieux? La physique quantique nous offre une lentille à travers laquelle déchiffrer ce mystère. Les particules intriquées réagissent instantanément les unes aux autres, quelle que soit la distance, comme si l'espace et le temps étaient des illusions cachant une connexion plus fondamentale. Imaginez maintenant que cette même dynamique s'applique à la conscience. Si les microtubules du cerveau fonctionnent comme des antennes quantiques, réglées sur un champ d'information universel, alors chaque pensée, chaque émotion pourrait être une note dans une symphonie cosmique, une mélodie qui résonne au-delà des limites du crâne. Et c'est là que réside la révolution. La télépathie ne serait pas un phénomène surnaturel, mais une expression naturelle de ce réseau invisible. Lorsque deux esprits se connectent à un niveau profond, que ce soit par amour, traumatisme ou simple affinité, leurs microtubules peuvent résonner, comme des diapasons vibrants à la même fréquence. Il n'y aurait aucun besoin de mots ou de gestes, il suffirait de régler les états quantiques pour que des images, des sensations ou encore des souvenirs coulent entre eux, comme une rivière souterraine qui remonte à la surface. Les expériences de Ryan, avec leurs échecs et leurs succès, n'étaient pas des anomalies, mais des indices laissés par une réalité qui insiste pour se révéler. Et Jung, avec son intuition visionnaire, le pressentait déjà. L'inconscient collectif n'est pas une métaphore, mais un champ vivant et palpitant, où chaque esprit est à la fois émetteur et récepteur de symboles ancestraux. Mais comment tester cette hypothèse?
La science exige des preuves, et la preuve réside dans les détails, dans les schémas qui défient le hasard, dans les corrélations qui transcendent le cerveau individuel. Les études avec des jumeaux séparés, par exemple, révèlent une étrange synchronie dans les décisions et les émotions, comme s'ils partageaient le même fil invisible. Et qu'en est-il des cas documentés de personnes qui, dans des moments de crise, ressentent avec précision la douleur ou le danger d'un être cher à des milliers de kilomètres? Ce ne sont pas des hallucinations, mais des fragments d'une réalité plus grande, où se dissout la séparation entre soi et l'autre. La théorie Orshor de Penrose et Amroff ne se contente pas d'expliquer la conscience, elle offre une clé pour comprendre comment cette conscience peut s'étendre, s'entrelacer, ne faire qu'une. Et si la vérité était encore plus surprenante? Et si l'univers lui-même était un immense système de conscience, où chaque particule, chaque galaxie, chaque être vivant était un nœud dans un réseau infini d'informations? Dans ce scénario, la télépathie ne serait pas un pouvoir extraordinaire, mais une capacité latente, endormie par l'illusion de l'individualité. Jung disait déjà que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques, s'il y a réaction, toutes deux se transforment. Or, la physique quantique nous montre que cette transformation n'est pas seulement psychologique, mais cosmique, un effondrement de vagues de possibilités qui réécrit la réalité à l'instant où deux esprits se touchent. L'enjeu n'est plus de prouver que cela existe, mais d'oser regarder au-delà des dogmes. La résistance de la science matérialiste est compréhensible. Accepter la télépathie comme un phénomène naturel nécessiterait de repenser tout ce que nous savons sur l'esprit, le temps et l'espace. Mais l'évidence est là, murmurant entre les lignes d'expérimentation, entre les lignes de synchronicité, dans les silences qui précèdent les grandes découvertes. Peut-être sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère, non pas celle de la technologie, mais celle de la compréhension. Une ère dans laquelle la conscience ne sera plus considérée comme un sous-produit du cerveau, mais comme l'essence même de la réalité, tissant des connexions invisibles qui unissent tous les êtres dans une danse éternelle de lumière et de sens. Et si tel est le cas, alors chacun de nous est à la fois un point et le tout, une note et la symphonie entière. Apprenez simplement à écouter. Les fils invisibles de l'intrication quantique et de la résonance partagée. L'intrication quantique n'est pas seulement une curiosité physique, c'est un pont. Un pont qui relie des esprits distants à un niveau si profond que la distance physique se dissout, et ce qui semblait autrefois être une coïncidence se révèle comme un dialogue silencieux entre les consciences. Imaginez, si les particules peuvent rester connectées quel que soit l'espace qui les sépare, pourquoi pas les pensées? Pourquoi pas les émotions? Après tout, que sont les liens entre jumeaux, entre mère et enfant, entre âmes qui se reconnaissent instantanément, sinon les échos de cette même résonance? La science nous montre déjà que les états émotionnels intenses, amour, peur, joie partagée ne sont pas de simples réactions chimiques. Ce sont des champs d'énergie qui vibrent à des fréquences capables de modifier la structure même de la réalité qui les entoure. Roger Penrose et Stuart Amroff ont osé aller plus loin. Ils ont proposé que la cohérence quantique des microtubules cérébraux pourrait être la clé pour comprendre comment la conscience transcende l'individu. Et s'ils avaient raison? Et si chaque pensée, chaque intuition, chaque instinct était en réalité une vague dans cet océan de possibilités quantiques, où tout est connecté? Les expériences avec des générateurs de nombres aléatoires ne laissent aucun doute, l'intention humaine est capable de doubler les probabilités. Lorsque le monde se réunit dans un moment de douleur ou de célébration, une attaque, une coupe du monde, une éclipse, les machines enregistrent des déviations qui défient les lois du hasard. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des signatures. Signatures d'une conscience collective qui palpite à l'unisson, comme si la planète entière respirait ensemble. Et si l'esprit peut influencer des particules aléatoires, qu'est-ce qu'il ne serait pas capable de façonner d'autres? La nature nous donne déjà des indices. Les plantes convertissent la lumière en énergie avec une efficacité quasi parfaite grâce à la cohérence quantique. Les oiseaux migrateurs naviguent dans le ciel guidés par un sens magnétique que seule la mécanique quantique peut expliquer. Et le cerveau humain? Dans sa complexité, ne fonctionne-t-il pas selon les mêmes principes? Amroff soutient que si la vie utilise déjà la physique quantique pour survivre, pourquoi ne l'utiliserait-elle pas pour se connecter? Après tout, qu'est-ce que l'empathie sinon une résonance entre les domaines? Qu'est-ce que l'intuition sinon un aperçu de quelque chose qui était déjà là, attendant d'être perçu? Et puis il y a la méditation. Ceux qui plongent dans des états profonds de silence calment non seulement l'esprit, mais synchronisent les ondes cérébrales avec celles des autres, même à des kilomètres les unes des autres. Les études EEG révèlent des schémas identiques chez des personnes qui ne se sont jamais touchées, qui ne se sont jamais vues, mais qui partagent une connexion invisible. Ce n'est pas magique.
C'est de la physique. C'est la preuve que, lorsque nous nous calmons, quelque chose de plus grand émerge, un champ de conscience où les frontières du « je » se dissolvent et où le « nous » devient palpable. Mais le témoignage le plus poignant vient peut-être de ceux qui vivent en marge du langage. Des enfants non-verbaux autistes, dont les yeux semblent voir ce que les nôtres ne peuvent pas voir. Des histoires de parents qui jurent avoir été lus par leurs enfants non pas avec des mots, mais avec une compréhension qui transcende le son. Ces moments pourraient-ils être le résultat d'un inconscient collectif, comme le proposait Jung, ou des archétypes universels tissent des significations au-delà des mots? Ou s'agit-il des échos d'une intrication quantique, où des neurones enchevêtrés permettent aux pensées de passer d'un esprit à l'autre comme des étincelles entre des fils? La vérité est que nous n'avons pas à choisir. La réponse réside peut-être dans ces deux possibilités et dans bien d'autres que nous n'avons pas encore osé imaginer. Ce qui compte, c'est que ces expériences nous invitent à repousser les limites du possible. Se demander si la solitude est vraiment une condition humaine ou simplement une illusion que nous créons pour nous protéger de l'étonnement de réaliser que nous n'avons jamais été seuls. Chaque découverte, chaque synchronicité, chaque moment de connexion inexplicable est un rappel, la conscience n'est pas un phénomène isolé. C'est un tissu vivant et palpitant qui s'étend bien au-delà du crâne qui l'abrite. Et si nous apprenons à écouter non pas avec nos oreilles, mais avec notre âme, nous découvrirons peut-être que nous l'avons toujours su. Que nous faisions toujours partie de quelque chose de plus grand. Que nous avons toujours été, à la fois, la goutte et l'océan. Alors qu'en pensez-vous? Ces idées correspondent-elles à tout ce que vous avez ressenti? Avez-vous déjà vécu un moment où les mots semblaient inutiles, comme si le lien était plus profond que n'importe quelle langue? Partagez vos histoires dans les commentaires, je veux avoir de vos nouvelles. Et si ce sujet vous a fasciné autant que moi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Découvrons ces mystères ensemble, une étape à la fois. Jusqu'à la prochaine fois. Et rappelez-vous, l'univers murmure. Apprenez simplement à écouter.